pour cette déclaration, alors là, stupéfiante, puisque vous parliez, vous, d'aller jusqu'au fond du bunker, Jean, cette déclaration stupéfiante de John Bolton, un ancien responsable américain. Alors, quelle est cette déclaration? Et d'abord, qui est John Bolton, Justine? John Bolton, il a 73 ans, c'est l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, autrement dit un personnage central en matière de défense aux États-Unis. Il est conservateur, il est connu pour ses positions bellicistes en matière de diplomatie. Et voilà ce qu'il a déclaré sur une radio britannique. Écoutez. But we need to make clear if Putin were to order the use of a tactical nuclear weapon, he would be signing a suicide note. We know who would be responsible for the use of nuclear weapons. We know it would be him, and he will be held accountable. Que veut dire John Bolton ou que laisse-t-il entendre? Eh bien, le journaliste qui l'interroge semble comprendre que les États-Unis chercheraient alors à éliminer Vladimir Poutine et il lui demande si les États-Unis seraient en capacité de cibler le président russe. Et voilà sa réponse. I don't agree that we can't get him, and I think he knows that. You can ask Qasem Soleimani in Iran what happens when we decide that somebody is a threat to the United States. Ce précédent qu'invoque John Bolton, c'est bien l'assassinat d'un dirigeant, l'assassinat du commandant militaire iranien Qassem Soleimani, qui dirigeait toutes les opérations extérieures de l'Iran et notamment les opérations militaires. Rappelons que le 3 janvier 2020, les Américains ont opéré une frappe aérienne sur l'aéroport international de Bagdad et ont tué Qassem Soleimani parce qu'ils envisageaient, selon eux, une action d'envergure qui aurait mis en danger des dizaines, voire des centaines de vies américaines, selon les Américains. Donc, clairement, Bolton laisse entendre que les États-Unis pourraient chercher à assassiner Vladimir Poutine et aussi qu'ils en auraient les moyens. Oui, Soleimani n'était pas un chef d'État, évidemment. Il avait un rôle éminent au sein de l'État iranien. Vous nous l'avez très bien fait comprendre, tout le monde s'en souvient. Enfin, ce n'était pas un chef d'État. Cette déclaration de Bolton, Poutine signerait sa mort parce que, en clair, nous l'éliminerons. Il y a un aspect politique, puis un aspect technique. Commençons par l'aspect politique. Je vous voyais lever les yeux au ciel, Frédéric. Oui, l'Iran, c'est pas la Russie. Si vous voulez, les mesures, les moyens de rétorsion de l'Iran après un tel assassinat, sachant qu'effectivement cette personnalité n'est pas au pouvoir, quoi. Enfin, Soleimani était important, mais n'était pas au pouvoir. On a là deux différences absolument fondamentales. Après, sur le plan technique, je crois que c'est Elsa qui le disait tout à l'heure, on n'approche pas Vladimir Poutine, on ne l'approche pas mentalement, ou très peu, ou intellectuellement, ou peut-être certains proches, des membres de sa famille, encore j'en doute, mais on ne l'approche pas non plus physiquement. Et frapper un chef d'État disposant de 6000 têtes nucléaires dans son bunker, ou dans la rue, ou dans sa voiture, c'est extraordinairement difficile, techniquement, me semble-t-il, parce que la Russie dispose de moyens techniques, militaires, pour protéger son chef d'État, et quand bien même on y parviendrait, un, est-ce que ça ne déclencherait pas l'apocalypse? Et deux, est-ce qu'après Vladimir Poutine, il n'y aurait pas un autre Vladimir Poutine ou encore pire? Moi, je pense que là, on est dans des hypothèses qui ne sont pas des hypothèses de travail sérieux de la part de quelqu'un qui, effectivement, c'était très bien rappelé par votre collaboratrice, c'est toujours caractérisé par un bellicisme très, très important et qui, de toute façon, aujourd'hui, n'est pas en poste. Vous savez ce que disait Max Weber, il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Bon, quand on n'est pas encore au pouvoir, en l'occurrence, quand on l'est plus, l'éthique de conviction nous permet de dire n'importe quoi. Et puis, l'éthique de responsabilité, si vous voulez, ça vous engage. Je retiens que d'un point de vue, non pas technique, mais politique au sens propre du terme, ce serait n'importe quoi pour vous d'essayer de se dire, voilà, si Poutine envoyait une bombe de champ de bataille nucléaire en Ukraine, on essaierait de le tuer. Pour vous, c'est n'importe quoi. Je pense que ce serait extraordinairement dangereux. D'un point de vue politique et d'un point de vue technique. Dites-nous aussi... 3 points. La première chose, toutes les options. Et ceci est une option. Toutes les options doivent être étudiées. Deuxième point... Elles doivent l'être ou elles le sont d'après vous? Elles le sont. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios... Mais ça allait forcément, je répète, les militaires, les services sont là pour préparer toutes les options. Après ça, politiquement, on prend la décision ou pas. Mais on prépare techniquement comment on fait, etc. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, etc. Il faut préparer toutes les options. Premier point. Deuxième point, Dieu sait si je suis pas un grand fan de Bolton, mais lui, il dit quand même, ça serait sa mort s'il utilisait l'arme nucléaire. Bien sûr. On est bien d'accord. Troisième point, techniquement, je voudrais juste rappeler un incident qui est passé assez inaperçu. Le président Poutine, partant de Sochi, pour aller à la réunion de Samarcande,
il y a eu un incident sur la route. Je vais l'appeler comme ça. La roue avant gauche de son véhicule, c'était assez précis, a explosé. Et les 3 responsables, vous savez que quand il s'en va de Sochi, il y a plusieurs itinéraires, et il y a des responsables sur chacun des itinéraires. Et les 3 responsables de cet itinéraire-là ont disparu. Donc ça veut dire... Vous nous l'apprenez. Moi, je le C'est découvre. une chose dont on a entendu parler à l'époque à Sochi. Ça a été révélé par le Kremlin, a tout de suite dit c'est faux, et le lendemain, c'est ressorti sur les réseaux sociaux russes. Donc, il y a eu quelque chose. Je ne dis pas qu'il y a eu un attentat, il y a eu quelque chose. Personne n'est invulnérable, c'est Oui, ça que vous exactement. cherchez à nous dire. Personne n'est invulnérable. Maintenant, je n'ai pas la clé, je ne peux pas vous dire si ça serait fait ou pas. Mais je dis, on prépare toutes les options. Cette option peut être jouée. Et ensuite, il y a une décision politique pour la jouer. S'il a utilisé l'arme nucléaire, c'est ce que dit Bolton. Oui, mais en même temps, cet assassinat, moi je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire cet assassinat, à quoi servirait-il? Il serait remplacé par un grand démocrate qui arrêterait la guerre et on serait tous frères. Non, évidemment pas. Au-delà même de ça, pardon, Voilà. en amont même de cette réflexion, Jean, ma question Voilà. s'adresse à vous tous. Mais- Comment dire, est-ce que d'un point de vue Technique. c'est difficile de parler d'éthique quand quelqu'un a utilisé l'arme atomique, même l'arme atomique de champ de bataille, même l'arme atomique qui n'est pas stratégique. Mais d'un point de vue éthique, est-ce qu'on peut se permettre Sortie de crise, vous discutez avec quelqu'un d'autre. Et c'est sûrement pas un grand démocrate qui prendra sa place. Mais je m'en fous. Vous discutez avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est Celui ça. qui n'est pas à l'origine de tout C'est ça. Et lui, s'il veut sauver son pouvoir, il va avoir Mais intérêt à négocier quelque chose. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a pensé assassiner Hitler, le Premier ministre japonais, etc. Et ça ne s'est jamais fait. Parce que la question, c'est pas cette question-là, c'est la question du coup d'après. Il y a eu un attentat, celui du 20 juillet, et par une partie de son armée, et ça a échoué, et ça a entraîné une hyper-radicalisation du régime. Pendant un an, ça a été une folie absolue. Bon, ça a été ce qu'on appelait la guerre totale à l'époque. La question, c'est avec qui on va négocier. Et nous-mêmes, on n'est pas très clair. Parce que nous n'avons toujours pas dit ce qui va se passer après la guerre. Dans quelles conditions on va négocier, avec qui on va négocier, et ce qu'on exige des Russes. Parce que, par exemple, dès 1941-42, les Alliés ont décidé qu'on ne négocierait pas avec Adolf Hitler et qu'on irait jusqu'à la capitulation totale de l'Allemagne nazie. Point barre. Et aujourd'hui Eh ben, aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, franchement, si vous avez des éléments d'information... Emmanuel Macron a été clair hier. Il a dit il faudra négocier avec la Oui, Russie. voilà. Et ben donc, oui, mais c'est lui qui le dit. Mais nous, en tant qu'alliés, les gens qui fournissons des armes, est-ce qu'on a dit clairement ce qu'on voulait faire? Non, Elsa. non, et nous ne sommes pas en guerre. Donc, Nous sommes en guerre. Non, du point de vue du droit, la grande différence par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est que nous ne sommes pas en guerre. L'Ukraine n'est pas en guerre. L'Ukraine n'est pas en guerre, tout à fait. Ce n'est pas encore une guerre totale. Non, mais l'Ukraine est en Et- guerre. Non, et c'est une opération Luc- militaire spéciale. Non, Non, mais c'est vous endossez le langage Non, complètement non, ubuesque c'est de différent, Vladimir c'est Poutine. différent. Et exactement du point de vue du droit international, pour l'instant, ce n'est pas la guerre. Nous ne sommes pas en guerre, et ça c'est absolument vrai. Il ne faut pas le confondre. Il ne faut pas non plus entretenir des fantasmes. Nous ne sommes pas en guerre. Il se trouve que nous avons des actions de soutien vis-à-vis d'un pays qui est agressé. Nous en payons le prix, c'est-à-dire une forme de difficulté sur notre marché intérieur. Nous ne sommes pas en guerre du tout et nous n'avons pas la capacité d'imposer aux Ukrainiens la sortie de guerre, c'est-à-dire la nature des négociations et les limites qu'ils entendent peser. Et il faut surtout arrêter de penser que c'est à nous de le faire. Et même Alors si Emmanuel nous Macron pouvions l'a le dit faire- clairement aussi. Oui, la France. Il a une dit pour vision moi, un ferme. jour, il faudra parler à la Russie, mais ce sera à l'Ukraine de dire quand, comment et sur quoi. Oui. Maintenant, en tant qu'alliés, étant donné ce que nous concédons à l'Ukraine, nous avons certainement une voix au chapitre. Mais Elsa, Mais il ne faut pas se flouer. C'est pas nous qui allons négocier. tuer Poutine Ouais. comme objectif, s'il utilisait l'arme nucléaire, ce serait n'importe quoi, comme dit Frédéric? Je pense pas qu'il fasse Alors, je ne pense pas qu'il faille en faire un objectif politique et encore moins l'énoncer parce que ça, de mon point de vue, ça peut être très aisément retourné, utilisé par la propagande russe pour dire exactement, vous voyez, ils sont bellicistes, ils veulent notre disparition, ce sont des sauvages, ils n'ont pas de doctrine, jamais nous ne ferions ça. Voilà, pour moi, voilà, là où est la difficulté. Mais en même temps, je me dis que John Bolton, c'est un peu le pendant d'une Dmitri Medvedev de temps en temps. Il faut une petite outrance, bon voilà, John Bolton, c'est fait. On peut passer à la suite. Le paradoxe,
c'est que c'est un ami de Donald Trump qui est encensé par la télé russe à tout bout de champ. On n'est pas à un paradoxe près, en Je fait. pense- on n'est Trump pas. qui lui-même d'ailleurs avait encensé Poutine avant de considérer qu'il fallait lui faire la guerre, tout en revenant ensuite pour l'encenser. Franchement, on n'a pas affaire à des gens extraordinairement sérieux, là, me semble-t-il, hein, quand même. En tout cas, c'est très intéressant de penser que personne n'est invulnérable. Personne- Même un Vladimir Poutine avec toutes ses. Personne n'est invulnérable et il faut préparer toutes les options. Après ça, on fait un choix politique, mais il faut le préparer. Bon. Merci Frédéric. Je Merci sais que à vous vous. devez nous quitter et il est l'heure d'accueillir François Langlais pour son dernier livre. On va rester d'une certaine manière dans les alentours de cette guerre. Bonsoir François. Bonsoir David. Parce que votre dernier livre, Rien ne va, mais, sous-titré 2023, l'année qui peut nous sauver, aux éditions Plomb, d'une certaine manière, il permet de comprendre et de relier toutes les secousses dont le monde fait l'objet aujourd'hui. Et il y en a beaucoup. La guerre, en premier lieu, la guerre à laquelle on assiste. L'inflation terrible, la crise économique qui menace, y compris même la crise climatique, y compris le Covid, la crise du Covid, dans ses conséquences, dans la façon, dans ce qu'elle a révélé en fait d'une certaine manière. Absolument. C'est une sorte de tour de force auquel vous vous prêtez parce que vous arrivez à nous rendre tout ça intelligible, à relier ceci à cela. Oui, tout cela a un sens et ce sens, c'est que nous assistons à l'émergence d'un monde nouveau. Certains des faits que nous avons évoqués, certaines des crises que nous évoquons en sont des révélatrices, d'autres en sont des conséquences, mais tout ça est relié. Alors, de quoi s'agit-il ? Si vous n'avez pas pu encore lire Rien ne va, mais qui sort en librairie aujourd'hui, nous l'avons lu, Quentin Bérichel l'a lu, voici les indispensables. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir François, bonsoir à tous. Quel est donc ce changement de monde auquel nous sommes confrontés en ce moment, décrit par François Langlais ? Eh bien François, vous partez d'un constat. Nous sommes actuellement à la fin d'une ère. L'hyperpuissance américaine, comme l'appelait Hubert Védrine, c'est fini. Pour vous, les États-Unis ne sont plus les patrons de l'ordre mondial. La puissance est vacillante, plus que jamais divisée. Vous prenez différents exemples. L'assaut du Capitole, le manque de leadership du président actuel, Joe Biden, la régression sur des questions sociales comme l'interruption volontaire de grossesse ou encore le retrait des troupes en Afghanistan, calamiteux selon vos mots. Un changement qui n'est en fait qu'un nouveau cycle dans l'histoire. Pour vous, aujourd'hui, le bateau-monde n'a plus de capitaine et cela a tout changé. Sans puissance dominant la planète, vous expliquez, les échanges commerciaux se replient à l'intérieur des zones régionales et nationales. C'est donc la fin de la mondialisation ouverte par Ronald Reagan et Thatcher et la chute du mur de Berlin. Résultat, le commerce international chute également. Le commerce international n'a jamais retrouvé le rythme de croissance qui était le sien avant la crise financière de 2007 et 2008. En corollaire, le besoin de contrôler sa production nationale revient. Un fait politique s'impose, expliquez-vous, avec une force croissante partout, le désir de souveraineté à l'intérieur des frontières nationales. La crise du Covid et ses pénuries ont montré leurs limites, notamment dans le domaine de la santé. Ce n'est pas pour rien que la France a décidé de relancer la production du Doliprane sur son territoire. Vous citez dans votre livre d'ailleurs un autre exemple à ce sujet, la construction en France d'une usine de semi-conducteurs à Grenoble. Vous expliquez, d'un strict point de vue économique, cette unité de fabrication n'est pas indispensable. Mais face à la pénurie subie depuis 18 mois, elle rend raisonnable un tel investissement pour réduire notre dépendance. De même, on rapatrie les productions chez nous pour une question également géopolitique. La Chine et ses positions internationales ambiguës, notamment face à la guerre en Ukraine, devient petit à petit un partenaire gênant. Michelin, LVMH ou encore Stellantis, vous multipliez les exemples d'entreprises occidentales qui réduisent leurs activités en Chine. Un patron qui aurait raisonné ainsi il y a 3 ans aurait été pris pour un fou. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vous interromps un moment, Quentin, parce que je me tourne vers vous, François, pour un premier échange. Si vous reliez ça à la guerre, c'est parce que, dites-vous, Vladimir Poutine ne se serait sans doute jamais permis d'envahir l'Ukraine de cette manière
si les États-Unis n'avaient pas montré des signes de faiblesse en tant que puissance dominante du monde. Bien sûr, je le pense. Si vous voulez, quand le méchant sent que le patron n'a plus la puissance suffisante justement pour le remettre à sa place, il s'exprime. Et on assiste au réveil des méchants à peu près universel. Il y a bien sûr Poutine, mais il y a aussi Erdogan face à la Grèce. Il y a notre ami Kim en Corée du Nord qui tire un pétard à peu près tous les 15 jours. Et on voit bien qu'ils sont dans une situation où ils se disent c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. D'abord parce que, comme l'a très bien dit Quentin, il y a des signes de déclin aux États-Unis et de toute nature. Il en a fait une recension assez extensive, mais il y en a d'autres. Évidemment, en matière, par exemple, l'évolution de l'espérance de vie, qui est un indicateur qui concentre beaucoup de caractéristiques. Et l'espérance de vie américaine, elle chute. Elle chute. Elle chute. Elle est en baisse. Et c'est un signe de Incroyable, elle est déclin. en baisse. Parce que, si vous voulez, l'espérance de vie, c'est la résultante des conditions sociales, sanitaires, d'éducation et de logement, et on voit bien que ça se détériore. Donc, il y a ce phénomène-là, et il y a évidemment l'ascension chinoise, qui est le fait structurant de la vie internationale. C'est de ce point de vue, la guerre d'Ukraine est une guerre régionale subordonnée à cette équation. On peut penser d'ailleurs que c'est la Chine qui possède une grande partie de la réponse à ce conflit. Le jour où elle s'énervera vraiment contre Poutine, si elle le fait, probablement, ça changera le rapport de force. Donc, et ça, comme l'a dit Quentin, quand il n'y a plus de patron de la mondialisation, il n'y a plus de mondialisation. Parce que c'est lui qui fait... C'est vous qui l'écrivez, hein. Oui, non, c'est lui qui m'a bien lu. Parce que c'est lui qui fait la police, c'est lui qui définit les règles mondiales du commerce international, les règles juridiques, c'est lui qui émet la monnaie mondiale. C'est fini. Donc, mon pari, c'est pas que la Chine, d'ailleurs, arrive à dominer le monde. Oui, parce que vous dites la Chine ne remplacera pas les États-Unis. Je ne pense pas. D'abord, elle ne le souhaite pas. Vous dites. Probablement pas au fond. Et elle n'en a pas tous les moyens parce qu'elle a déjà des signes de faiblesse très importants. Bien sûr, démographiques, économiques, financières. Et donc, probablement, enfin, c'est au moins mon scénario, on va vivre une mondialisation éclatée avec des zones d'influence, la zone européenne ou occidentale en étant une. Le bon côté de tout ça, c'est que face aux dangers et aux risques, nous avons retrouvé une conscience de nous-mêmes, et notamment européenne. Alors, on va y venir sur les conséquences en France, mais d'abord, je voulais un mot de réaction peut-être de... je ne sais pas qui souhaite en parler, mais l'envahissement, la guerre d'Ukraine est un révélateur du fait que les États-Unis font moins peur qu'avant. Ouais. Mais alors, je voudrais justement rappeler quand même l'histoire. Dans les années 70-80, c'est le moment où je m'éveillais à la politique. Vous aviez 50 ans. Je n'ai pas fini de la payer, celle-là. Et donc, on disait déjà, on parlait du déclin de l'Empire américain, et on vous expliquait que The Rising Sun, c'était le Japon. Tout l'avenir de la planète était au Japon. Et on s'est planté lamentablement, parce qu'on n'a pas vu venir Reagan, on n'a pas vu venir après, justement, la financiarisation, la mondialisation, etc. Donc les Américains, moi, je me méfie toujours quand on veut les enterrer trop vite. En fait, je ne voudrais pas du tout les enterrer. Je pense qu'ils ont de beaux restes et que notamment au plan des valeurs, ça reste fondamental parce que c'est vrai que vous êtes immigré dans n'importe quel coin du monde, vous avez envie d'aller dans un endroit, c'est les États-Unis, parce que vous savez que vous avez la garantie de propriété, que c'est peu ou prou une démocratie. Quelques signes récents un peu inquiétants, ça restera. Et on en a parlé sur ce plateau même. C'est vrai qu'il y avait disons une confrontation saisissante entre les valeurs occidentales et puis les valeurs justement du petit club de dictateurs. C'était l'enterrement d'Élisabeth II au moment où tous les dictateurs se réunissaient à Samarcande. Effectivement, l'enterrement est suivi par 4 milliards de personnes. Je pense que ça reste un atout très important. Mais nous ne sommes plus du tout dans la situation qui prévalait entre la chute du mur, qui a été l'apogée de la puissance américaine, et qui a signé justement le début de la mondialisation moderne. Le moment où les multinationales ont pu s'élancer, à la fois pour faire fabriquer leurs produits à l'étranger, et évidemment pour pouvoir les vendre là-bas. Et ça, on voit bien, la guerre de Russie nous l'a montré, qu'aujourd'hui, la logique géopolitique prend le pas sur la logique économique. D'ailleurs, ça n'est jamais que le retour à un monde ancien. Le monde a connu des périodes comme celle-là. Général Trinquant, vous voulez dire un mot? Juste une remarque, c'est la fracture américaine, la fracture interne aux États-Unis, qui me marque beaucoup. Il se trouve que j'ai toujours beaucoup de contacts aux États-Unis, et il y a un monde. Alors évidemment, on voyait les images tout à l'heure du Capitole, mais ça continue. Je veux dire, quand je discute avec mes amis qui sont aux États-Unis, ils me disent tu peux pas savoir comme le monde est fracturé, comme les gens ne peuvent plus se parler aux États-Unis. Bien sûr.
Vous allez dans le donc- sens de François qui Oui, dit... non, mais non, mais Je pense qu'un pays comme celui-là, par exemple, aurait de grandes difficultés à mobiliser comme il l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a plus la cohésion nationale suffisante. C'est en ce sens-là où je parle de déclin. Mais je vous rejoins dans le sens où ne les enterrons pas. Voilà. Et ils ont de beaux restes, et heureusement, parce que ce sont nos amis et nos alliés. Elsa, un mot là-dessus? Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste des États-Unis et j'ai été frappée en revanche par leur départ très précipité d'Afghanistan. Et je pense qu'effectivement, il y a eu un mauvais calcul de la part des élites russes qui a consisté à se dire les États-Unis ne veulent plus s'engager, ils sont dans un moment isolationniste, ce qui s'est montré absolument faux. Après, je pense à mes anciens professeurs de cette illustre institution qu'est Sciences Po, et notamment à Bertrand Badi, et qui nous parle aussi de l'émergence d'un monde pluripolaire. Et je pense que ce monde pluripolaire, il est là depuis très longtemps en réalité, mais dans notre manière de lire le monde, nous ne le voyons pas parce que nous étions nous-mêmes absorbés par un point de vue d'empire. Cet empire, il s'appuyait sur une puissance de fer. Nous l'avons moins, nous sommes concurrencés, il y a d'autres puissances de fer. Subitement, nous découvrons qu'il y a un monde qui voit, qui écrit le monde, qui écrit l'histoire du monde et qui se raconte sa propre histoire sans en tenir compte de nous-mêmes. On découvre enfin qu'il y a des historiens indiens, qu'il y a des historiens africains, qu'il y a des historiens chinois qui nous ont précédés, qui se gaussent parfois en nous regardant. Et donc ce monde émerge. Est-ce que c'est le déclin de la puissance américaine? Dans ma perception du monde, qui est aussi limitée, il n'a pas besoin du déclin de la puissance américaine pour que d'autres s'engouffrent, et aussi des comptes à régler. Et la Chine a quand même des comptes à régler. Elle parle quand même des traités inégaux. Ces comptes-là, c'est avec l'Occident, les États-Unis, mais pas seulement, puisque nous aussi, nous avons occupé la Chine. Vous en faites aussi état, François. Alors, Oui, nous aussi, là. poursuivons et regardons un peu nous-mêmes ce nouvel ordre mondial, et donc économique. Quentin, a-t-il déjà des conséquences que l'on sent, et notamment même en France? Oui, selon François Langlais, dans cette phase de mondialisation, le gagnant était le consommateur qui bénéficiait des prix bas et de la recherche permanente de l'économie du moindre coût. Aujourd'hui, avec le retour des productions locales, les grands gagnants des années à venir, ce sont les producteurs, mais surtout les salariés. Pendant des années, les patrons ne pensaient qu'à alléger la masse salariale. En 2022, ils étaient ténaillés par une obsession nouvelle, recruter. Le rapport de force entre les salariés et les employeurs va s'inverser, d'où les tensions d'ailleurs que l'on observe aujourd'hui en France. Un marché du travail totalement chamboulé, où le salarié est en position de force pour choisir son métier, ses conditions de travail et son salaire. Vous citez d'ailleurs les mots d'un dirigeant d'entreprise, Air Liquide. Il n'y a pas si longtemps, les négociations salariales se cristallisaient sur 0,1%. L'unité de base a été multipliée par 10. Pour résumer, le rapport entre le capital et le travail est lui aussi en train de s'inverser au profit du second. Et un dernier mot sur le contenu du livre. Ça n'est pas forcément une mauvaise affaire pour la France, cette évolution des choses, dit François Langlais. Non, selon François, justement, ce nouveau monde devrait convenir à la France davantage que le précédent. D'abord parce que c'est le retour de l'État fort, la passion des Français, selon vos mots. Vous l'expliquez, la politique française n'a pas été efficace durant la dernière ère du commerce. Cette fois-ci, la période nous sera moins défavorable à l'heure où la géopolitique déterminera la stratégie économique. La deuxième raison, c'est que nous entrons dans une ère d'inflation et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la France qui a connu une envolée de son endettement durant les 15 dernières années. Vous résumez d'ailleurs la situation en une phrase. L'inflation sert à faire fondre les dettes, laisser augmenter les prix et les salaires. C'est une façon de faire défaut sans le dire. Voilà, elle ruine d'une certaine manière. Les épargnants, ça fait des années que je vous entends dire ça, François. Contre une dette massive, il n'y a que 3 solutions. On fait défaut. Ou alors l'inflation, c'est une manière de faire défaut. Ou alors des guerres. Mais au fond, c'est très paradoxal ce que vous nous dites, parce que non, mais les guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ont ruiné les épargnants. Elles ont remis les compteurs à zéro. La guerre détruit du capital. Voilà, la guerre détruit le capital. En fait, c'est sa principale vertu, si je puis dire. Mais au fond, on a plus d'atouts aujourd'hui qu'hier. Je pense. À l'heure où beaucoup se disent, mais on est vraiment mal barré, vous dites non. Non, disons, je pense qu'à partir du moment où on voit l'ensemble des phénomènes, justement, que vous avez décrits ou inventoriés comme les conséquences d'une grande transition, comme il s'en produit régulièrement dans l'histoire. De ce point de vue, c'est vrai que ce n'est pas le premier empire qui disparaît. Et ça arrive d'ailleurs, curieusement, de façon assez
régulière. En gros, c'est tous les 80 à 90 ans. Et il se passe toujours les mêmes choses. Et c'est vrai que l'inflation est la manifestation de désordre, mais qu'elle a aussi des aspects très positifs. Et on l'a oublié. Au fond, l'inflation est un problème pour le détenteur de capital. Bon, mais pas pour les autres. À partir du moment, et c'est la question essentielle, où on indexe les revenus. C'est ça. On indexe. Alors vous êtes un partisan de l'indexation des revenus sur l'augmentation des prix. De toute façon, David, partisan ou pas, ça se fera. C'est inévitable. Par la rue. Mais évidemment. Ou par la Regardez, négociation, on envoie les prémices. Enfin, on ne peut pas demander aux gens de continuer à travailler en voyant leur pouvoir d'achat diminuer de 2, 3 ou 4%. C'est pas possible. Mais d'autres vous diront, nous arrivons dans cette... vous dites pas crise, mais quand même dans ces difficultés. Crise de transition aussi. Avec un État qui dépense beaucoup, mais alors que les gens n'ont jamais été aussi mécontents de leurs services publics, avec une dette très lourde, même si l'inflation, effectivement, de ce point de vue-là, va nous aider, et avec, comment dire, une confiance en nous-mêmes qui n'est toujours pas là. Non, bien sûr, mais j'observe quand même que le logiciel collectif des élites économiques et politiques change. On parle maintenant de souveraineté, justement de protection, et que c'est beaucoup plus en phase avec l'esprit des temps. Et regardez les progrès, si je puis dire. C'est moi qui les qualifie ainsi, qu'on a fait sur ce chapitre depuis 3 ans. C'est en ce sens-là où l'épidémie a été un révélateur. Ça a précipité, comme un élément chimique, ce qu'il y avait dans la société et qui auparavant ne pouvait pas s'exprimer, sinon dans des votes populistes. Mais à partir du moment où les élites traditionnelles changent et s'adressent à cette demande de protection, tout peut changer. Et quant à l'inflation et la France et son État, c'est vrai qu'on est assez maladroit dans la réforme et que l'inflation permet de faire des réformes sans le dire, en escroquant un peu les gens. Mais prenons les choses telles qu'elles sont et prenons-nous tels que nous sommes. De ce point de vue, la réforme des retraites, on s'y prend à plusieurs fois. C'est comme couper la queue du chat en plusieurs fois. Et rien ne se passe. On n'a pas eu besoin de réforme pendant longtemps parce que, justement, grâce à l'inflation, on a ajusté les dépenses publiques. Aujourd'hui, on a grand besoin d'ajuster, non pas d'ailleurs la dépense publique, mais la redistribution. C'est ça qui a dévoré le fonctionnement de l'État et qui a appauvri les services publics. Bon, un message d'optimisme, au final. Rien ne va, mais... C'est les 3 petits points qui sont importants.